Askanit est le nom de l'opération militaire lancée contre la secte Boko Haram par le président de la République Mahamat Idriss Déby Itno. Objectif, traquer les assaillants jusqu'à leur dernière position. Une offensive lancée ce matin lorsqu'ils se trouvaient dans la localité de Barkaram où la secte Boko Haram a attaqué une position de l'armée tchadienne dans la nuit du dimanche à lundi 28 octobre. Les pertes sont considérables. Au moins une quarantaine de soldats tchadiens ont péri dans l'assaut selon les autorités. Sur place, le chef de l'État a constaté les dégâts et a rendu hommage aux soldats tombés et exprimé aussi sa compassion envers ses frères d'armes blessés. Cette province subit régulièrement des incursions de Boko Haram. En 2020, une attaque similaire menée par le groupe avait coûté la vie à 92 soldats tchadiens et causé une quarantaine de blessés. En réponse, le défunt président Idriss Déby Itno avait déclenché l'opération Colère de Boma, une vaste offensive militaire contre Boko Haram, lors de laquelle environ 1000 combattants ennemis avaient été neutralisés, selon les déclarations de l'armée tchadienne. Depuis minuit, le Tchad est en deuil de 3 jours décrété en hommage aux soldats tués dans la nuit du dimanche au lundi 28 octobre. Ils étaient officiellement 40 à avoir consenti le sacrifice ultime lors de l'attaque perpétrée par des éléments de la secte Boko Haram dans la région du lac Tchad, épicentre des attaques terroristes. Et des voix de toutes parts se sont levées pour condamner cet acte. C'est un regret pour le peuple tchadien. On a perdu des hommes qui sont innocents parce qu'ils sont sûrs pour la sécurité. Alors ça, c'est difficile à concevoir cette position. On ne souhaite pas que cela se reproduise encore. Et il faudrait que les soldats soient bien protégés. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de sécurité au niveau des frontières avec des outils technologiques adéquats pour protéger un peu les soldats qui sont déjà beaucoup victimes. Je condamne cette attaque. En tant que citoyen tchadien, ça c'est une attaque qui est inadmissible sur le territoire tchadien. Ça c'est un désordre. Et donc pour cela, j'interpelle le gouvernement de prendre des conditions nécessaires pour que cet acte encore ne se répète plus. Le deuil prendra fin vendredi à minuit. Pendant ce temps, N'Djamena a lancé une offensive militaire baptisée Askanit pour traquer les assaillants. Et l'opération Askanit qui est lancée dans le lac est une opération purement militaire et sécuritaire. Je répète, purement militaire et sécuritaire. À cet égard, il n'est pas nécessaire que des institutions, groupes constitués ou des associations civiles puissent effectuer le déplacement sur le terrain comme certains l'ont fait par le passé. Nos soldats aguerris, expérimentés et toujours engagés sont en train d'accomplir avec efficacité et dextérité leur devoir comme ils l'ont eu à le faire. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, facilitatrice dans la transition tchadienne, poursuit après l'élection de Mahamat Idriss Déby Itno à la tête du pays ses consultations. Au cours de l'audience avec le président de l'Agence nationale de gestion des élections, l'institution sous-régionale s'est préoccupée de la non-participation d'une partie de l'opposition aux élections législatives, provinciales et locales. On a reçu des explications, des informations de Monsieur le Président, de l'Ange. Nous allons aussi contacter d'autres acteurs de la situation du cadre politique du Tchad, notamment cette plateforme qui propose le report des élections, aussi les autres qui sont d'accord la tenue des élections le 29 décembre. Nous allons aussi essayer d'entendre la vision des partenaires de Tchad. La CEAC souhaite éviter des scènes de violence. Nous devons nous-mêmes avoir une vision propre à la CEAC. C'est ça que nous sommes en train de chercher. Toujours dans l'objectif d'éviter que le Tchad bascule de la violence. Entamé le 19 octobre,
Le dépôt des candidatures pour les élections se poursuit jusqu'au 1er novembre. Les partis qui boycottent les élections avancent notamment comme raison les inondations meurtrières et la non prise en compte de la réforme de certaines dispositions du Code électoral. Lundi dernier, le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedad Verissimo, est arrivé à N'Djamena à la tête d'une délégation. L'objectif de sa visite était de discuter avec les acteurs politiques tchadiens de la non-participation de certains partis d'opposition aux prochaines élections législatives, communales et provinciales. Dès son arrivée, il a d'abord échangé avec Ahmad Bathiré, président de l'Agence nationale de gestion des élections. Le mardi, il a ensuite rencontré les responsables des partis politiques concernés. Le but de ces rencontres était de convaincre chaque parti de reconsidérer sa position. Cependant, le professeur Avoxouma Diona, président du parti Les Démocrates, demeure sceptique quant à l'issue de ces échanges. Vous avez l'Ange avec sa structure, vous avez le Conseil constitutionnel, vous avez la médiature et vous avez surtout le chef de l'État qui de temps en temps se mêle un peu les pinces en se prenant pour un organisateur des élections. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de réponse et il n'y a absolument rien qui montre que peut-être qu'on va aller vers la facilitation de cette affaire-là. Pour rappel, ces partis politiques réclament la révision du fichier électoral, un report de la date des élections et le respect strict de la loi électorale comme condition à leur participation aux échéances électorales. Dans ce climat politique tendu, le président du parti, les démocrates, déplore le silence de la médiature qui devrait jouer son rôle. 3 millions de francs CFA, c'est la somme qui sera octroyée à chaque parti politique pour les aider à préparer les prochaines échéances électorales. Cette aide arrive quelques semaines après que le secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS a laissé entendre un éventuel divorce entre les partis de la coalition pour un Tchad uni, un regroupement de plus de 200 partis politiques ayant soutenu l'élection du président Mahamat Déby le 6 mai dernier. Selon les politologues, il est crucial de clarifier cette situation. Ce sont l'ensemble de ces 300 partis qui ont droit à cette subvention pour se préparer aux échéances électorales. Donc ce n'est pas de l'argent distribué, c'est une subvention publique allouée aux partis politiques pour leur permettre de se préparer aux échéances électorales, notamment les législatives et les locales. Les élections législatives provinciales et communales sont fixées au 29 décembre. La date limite de dépôt des candidatures a été reportée au 1er novembre, mettant les partis exclus de la coalition Tchad uni dans une véritable course contre la montre. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la visite de travail de Kadja Keul au Tchad, a permis aux deux délégations d'aborder des questions cruciales liées à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la crise humanitaire à laquelle le pays est confronté, notamment la situation des réfugiés soudanais. Selon Kadja Keul, cette rencontre lui a offert l'occasion de discuter avec le président du Conseil constitutionnel des relations bilatérales entre les deux pays et des crises qui secouent les régions de l'Est et de l'Ouest du Tchad. J'ai exprimé mes condoléances sincères pour les victimes et on apprécie beaucoup ce que le Tchad fait pour les réfugiés du Soudan. On voit très bien, nous en Allemagne, que le Tchad a un grand défi et une grande responsabilité et qu'on va continuer à soutenir avec de l'aide humanitaire pour le Tchad mais aussi pour le Soudan pour ne pas laisser seule la population qui souffre. La visite de la vice-ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Kadja Keul, met en lumière l'urgence d'une mobilisation de la communauté internationale pour aider le Tchad à faire face à cette crise humanitaire et pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis. Cette rencontre visait à présenter et vulgariser un guide dédié aux candidats aux élections législatives et aux requérants en contentieux électoral. Ce guide, bien plus qu'un simple document, propose des explications claires sur les démarches de recours, les détails à respecter et les pièces justificatives nécessaires pour appuyer une requête. Ce texte encadre l'ensemble des étapes du processus électoral depuis l'inscription des électeurs jusqu'à la proclamation des résultats définitifs en passant par la campagne électorale et les opérations de vote, entre autres.
Il est donc impératif que chaque formation politique soit pleinement et amplement informée des exigences légales afin d'exercer en toute connaissance de cause son droit politique et son droit de contester la candidature, les résultats de l'élection d'un député. Le ministre de l'Aménagement du territoire présent pour l'occasion a salué l'initiative et encouragé les acteurs politiques à s'approprier pleinement ces guides. Il n'y a pas de démocratie sans le respect de la loi. C'est en cela que l'organisation opportune de cette journée de vulgarisation du guide élaborée par le Conseil constitutionnel se présente comme une initiative heureuse que je salue au nom du chef de l'État et du gouvernement. Vous conviendrez avec moi qu'on a coutume de dire que le dispositif légal et institutionnel à lui seul ne suffit pas à garantir les élections libres, transparentes et équitables pour tous, que bien évidemment nous tous souhaitons. Ce document de 29 pages, divisé en 2 parties, est conçu pour faciliter la compréhension des lois électorales. En le rendant accessible, le Conseil constitutionnel espère offrir aux candidats et aux partis politiques un outil précieux pour naviguer dans les textes encadrant les élections législatives prévues en décembre. Cette journée d'information a réuni les cadres du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, les représentants des ONG partenaires du dit ministère et les leaders des organisations de la société civile impliquées dans la protection de l'environnement. Une journée qui revêt une importance capitale pour le Tchad qui espère tirer profit de la COP29 qui se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan. Nous plaidons pour la création de fonds d'urgence spécifiques pour financer la préparation, les interventions en cas de catastrophe, ainsi que les mesures de relèvement. L'expérience nous a montré que la rapidité de la réponse est cruciale pour sauver des vies et préserver les moyens de subsistance. Durant cette rencontre, le cadre institutionnel de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, l'historique des COP et leurs décisions majeures qui ont façonné le régime climatique international, l'état de lieu de la préparation du Tchad par rapport à la COP à venir et surtout la stratégie de négociation et d'influence du Tchad seront expliqués aux participants. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a insisté sur le rôle de la société civile et des ONG qui sera déterminant à ces assises de Bakou, car, dit-il, ils sont témoins directs des impacts du changement climatique sur les communautés tchadiennes. La COP29 se tiendra donc du 11 au 22 novembre dans la capitale azerbaïdjanaise. Le feu tricolore du rond-point de l'avenue Pascal Youad Mnadji, communément appelé le rond-point à double voie, est enfin opérationnel. Depuis le début de son installation, il a été perçu comme un véritable soulagement pour les conducteurs, espérant dire adieu aux embouteillages, ces bêtes noires de leur trajet quotidien. Cependant, après quelques jours, il semble que le dispositif ne parvienne pas à résoudre les problèmes quotidiens des usagers qui relèvent déjà des dysfonctionnements à corriger. Ce n'est pas du tout réglementaire, vu l'engouement, vu l'instabilité, il n'y a pas le réglage qui est fixe et ça crée encore d'autres embouteillages. Donc ce feu rouge n'est pas stable. Nous ne pouvons pas confirmer que c'est bien réglementé. Il faut que les usagers que nous sommes aussi changeons un peu notre mentalité. Parce que tel que je vois ces choses se faire, si la mentalité n'accompagne pas l'installation du feu tricolore, j'ai bien peur que ça ne va pas servir à grand chose. Pour une ville bien organisée, on doit installer les tricolores pour respecter les normes. Mais pour double voie, c'est-à-dire pour l'installation n'arrange pas la circulation seule. Il faut une construction de plusieurs routes. Parce que sur une seule voie, c'est que les tricolores n'arrangent pas la circulation. Le rond-point à double voie est l'une des voies les plus empruntées par les usagers de N'Djamena, notamment ceux venant des quartiers périphériques comme le 9e arrondissement pour rejoindre le centre-ville. L'urgence de remédier aux problèmes liés à ces deux feux tricolores s'impose donc. À Gowi, les mêmes scènes se répètent. Les maisons englouties par les eaux, des écoles submergées par la crue,
Les habitants pataugent pour vaquer à leurs occupations. Les plus chanceux se déplacent en pirogue. À peine 2 mois plus tôt, c'était les pluies qui avaient mis cette localité historique à genoux. Aujourd'hui, c'est le Logone et le Chari qui sont une fois de plus sortis de leur lit, mettant à rude épreuve les habitants. On n'a pas de travail. Tous les champs sont inondés. Tous les champs sont inondés. On n'a pas de travail. On attend à ce que si l'eau tarit, on va commencer le travail. On n'a même pas les milles. On n'a pas de légumes. Tout. Nous sommes comme ça seulement. Aucun bilan officiel des dégâts n'est encore dressé. Mais déjà, on parle des centaines de maisons détruites, des morts et des heures de cours perdues pour les enfants. La population en colère pointe du doigt les autorités. Impuissante, elle croise les bras et attend que les eaux se retirent rapidement. Mais là encore, les sorts s'acharnent. Après des semaines de présélection et de duels de haut niveau, 2 finalistes se sont finalement affrontés dans un face-à-face palpitant ce samedi dans le prestigieux studio de Tchad Info FM. D'un côté Mitra 147 et de l'autre Kadir. Chacun a déployé son propre style avec un flow unique et des textes percutants, offrant une performance mémorable. À l'issue de leur prestation, les auditeurs ont eu l'opportunité de voter pour celui qui les a le plus marqués, tandis que le jury lui aussi donnait son verdict. C'est ainsi que le prix du meilleur rappeur de cette première édition de Rap Révélation a été attribué à Alaïmel Jovial, alias Mitra 147. Le jeune rappeur âgé de 18 ans n'a pas caché son émotion en recevant cette distinction. J'ai pas tout espéré, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bon. Et puis grâce à Dieu, je suis arrivé jusqu'à la finale et puis remporté. Je remercie beaucoup des gens qui m'ont soutenu dans cette compétition. Alas Rajan, alias Kadi, qui termine en 2e place, reste positif et déterminé, prêt à poursuivre sa carrière musicale. J'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé à beaucoup travailler. Et voilà, j'ai trouvé la 2e place, c'est par rapport à la délibération du jury. Donc c'est une bonne chose, je vais continuer à travailler. Le vainqueur remporte l'enregistrement de son single dans un studio professionnel accompagné d'une promotion dédiée. Quant aux artistes classés 2e et 3e, ils auront la possibilité d'enregistrer leur single, mais sans promotion. Pour rappel, cette compétition a attiré 109 candidats. En tout, un véritable succès pour cette première édition. Depuis des jours, de nombreux habitants sont contraints de se lever dès 4 heures du matin pour faire la queue à la station, où le prix reste relativement abordable à 750 francs CFA le litre. Cette anticipation est devenue nécessaire pour espérer obtenir une quantité suffisante de carburant. Les témoignages des citoyens relèvent une inquiétude croissante face à cette situation. Avant-hier, on achetait à 850 et ce matin, j'ai acheté le litre à 1000 francs. Ça aurait dit à quoi? Le carburant, ça nous cause beaucoup de problèmes. Les activités à distance, par exemple, là où je suis, là, je viens de Danamadi. Je suis un ancien, je dois retourner à Danamadi. Les élèves m'attendent là et je n'ai pas de carburant pour retourner automatiquement. Donc ça va être un problème très sérieux. Quand il y a rupture d'énergie, c'est que c'est les activités économiques qui vont se bloquer. Donc il faudrait qu'il y ait une solution immédiate à ça. Parce que ça ne saurait durer longtemps. Quand on descend le prix, sinon ça ne marche pas. Quand tu prends l'essence à 1000 francs, tu prends quelqu'un de 250, 250, ça ne va pas. Tu vas pas trouver même l'intérêt dedans. Il n'y a pas l'intérêt déjà. La population des Sahars espère un retour rapide à la normale pour ne plus avoir à subir les aléas de cette pénurie.